Chapitre 1. La maison où le son a oublié de vivre. Le village de Marrowgate était le genre d'endroit qu'on pouvait facilement manquer, même en s'y tenant. Niché au cœur des collines brumeuses du Northumberland, il possédait tous les charmes anglais habituels. Pavés patinés, maisons de pierre étranglées par le lierre et l'odeur persistante de la fumée de tourbe s'échappant de cheminées trapues. Pourtant, il y régnait un silence profond, quelque chose de plus que la paix rurale des champs et des haies. C'était, comme l'observa un jour la femme du vicaire autour d'une tasse de thé, un village qui avait oublié comment faire du bruit. Le silence s'épaissit particulièrement au manoir de Wren Hollow. Elle se dressait, à l'orée du village, une sombre maison géorgienne, dont les fenêtres brillaient comme des yeux aveuglés dans le soleil de l'après-midi, fermée pendant des années suite à une tragédie familiale trop délicate pour être évoquée ouvertement. Le manoir avait récemment repris vie, ou plutôt une sorte de demi-vie théâtrale. Mademoiselle Agatha Wren, dernière survivante de la famille Wren, était revenue du continent pour rouvrir sa demeure ancestrale. Recluse de réputation, on la surnommait à voix basse la cloche de Bruges, un surnom hérité de ces années à l'étranger et jamais vraiment expliqué. Ce printemps-là, des invitations furent envoyées, soigneusement rédigées sur un épais papier ivoire, légèrement parfumé de lavande et d'autorité. Une petite réunion devait avoir lieu au manoir de Wren Hollow en l'honneur de l'anniversaire de Miss Wren et de son retour en Angleterre. Un dîner de 10 personnes, avait-elle écrit, suivi de musique. Veuillez vous habiller comme si la société comptait encore. Parmi les invités arrivés en ce doux après-midi d'avril se trouvait un certain Hercule Poirot, appelé non par obligation sociale, mais par curiosité. Il avait reçu une lettre, anonyme, à l'exception d'une violette pressée, et bien qu'elle ne comportât aucune accusation, elle piquait son instinct d'inquiétude. Il y avait quelque chose dans la formulation. Retenue, précise et pourtant tremblante. Ils ne sont pas ce qu'ils paraissent, monsieur Poirot. La maison ne parle plus que par silence, mais autrefois, elle pleurait. Comment pourrait-il résister? Les voitures s'avançaient lentement, serpentant le long de l'allée de gravier comme des scarabées se rendant à un festin. D'abord, sur Oswald Calthorne, un juge à la retraite au tempérament de thé brûlé, suivi de son bras par son épouse, Lady Euphemia, qui avait l'air de souffrir perpétuellement d'une mauvaise odeur. Puis arrivait Rosalind Vale, une pianiste de concert à la renommée modeste et à l'ambition considérable, accompagnée de sa compagne, Mademoiselle Henrietta Marsh, qui observait toujours, mais parlait rarement. Le docteur Marcus Ellingham arriva ensuite, dégageant une légère odeur d'antiseptique et de mélancolie. Derrière lui, les Faraday, un couple de jeunes mariés londoniens dont la fortune était plus récente que leurs bagages. Enfin, le révérend Phipps et sa fille, Létice, tous deux vêtus de beige et de piété. Poirot arriva le dernier, à la mode, dans un costume sombre si impeccable qu'il semblait mépriser l'air de la campagne. Le majordome, nommé Kersey, et dont le visage semblait sculpté dans du chêne ancien, les accueillit en silence et les conduisit au salon. Aucune musique ne jouait. Le tic-tac de l'horloge de parquet était trop fort. Un feu couvait dans la cheminée, bien qu'il ne fût pas froid. « Quelle atmosphère étrange !» murmura dame Euphémie en retirant ses gants comme s'ils étaient offensants. On dirait un mausolée qui s'efforce de se faire passer pour un salon.
Miss Wren descendit l'escalier à 6 heures précises, vêtue d'une soie gris tourterelle qui scintillait comme de vieux secrets. Ses cheveux étaient fermement attachés en chignon, ses yeux plissés et fixes. Elle n'était pas belle, mais elle était aussi fascinante qu'une porte verrouillée. « Mesdames, messieurs, dit-elle, soyez les bienvenus là où j'ai été heureuse, et où, j'espère, nous serons relativement civilisés ce soir. » Il y eut un silence gêné. « Je vois, » dit Poirot en s'avançant et en s'inclinant légèrement, « qu'il ne faut pas s'attendre aux habituelles feintes de gaieté. Très bien. Alors moi non plus, je ne ferai pas semblant. J'ai reçu une curieuse lettre, mademoiselle. Anonyme. Elle parle de murs en pleurs et de silence en cage, et elle m'a conduit jusqu'à votre porte. » Miss Wren l'observa un long moment. « Alors peut-être, dit-elle doucement, êtes-vous le seul ici à être venu pour la bonne raison ?» Le dîner fut servi dans une salle à manger ornée de portraits d'ancêtres dont le regard ne croisait jamais le vôtre. Le repas, tourte froide au gibier, truite pochée et syllabub, fut accompagné de conversations tendues et de cliquetis de couverts. À un moment, la jeune madame Faraday éclata d'un rire trop fort et le son résonna étrangement dans la pièce avant de disparaître comme un fantôme effrayé. C'est après que le brandy eut été versé et que les invités se furent dirigés vers le salon que la première bizarrerie se produisit. Le piano à queue, resté intact dans le coin toute la soirée, émit une seule note. Pas joué, pas frappé, juste sonné. Toute conversation s'interrompit. Poirot se retourna brusquement. Le docteur Ellingham toussa. La tasse de thé de mademoiselle March cliqueta dans sa soucoupe. « Les vieilles maisons grincent, » dit Sir Oswald d'un ton dédaigneux. « C'est le vent. C'est toujours le cas. Pourtant, il n'y a pas de vent ce soir, » murmura Poirot. « Et les pianos, monsieur, ne grincent pas. » Le lendemain matin, Lettice Phipps était partie. Sa chambre était calme. Le lit était vide. La fenêtre était fermée. La porte était verrouillée de l'intérieur. Aucune note, aucune empreinte de pas, aucun bruit de lutte. Seul l'écho de la note du piano persiste encore au fond de l'esprit de chacun. Et le silence terrible et pesant. Chapitre 2. Une porte qui s'est fermée d'elle-même. « C'est impossible, » murmura Poirot, debout au centre de la chambre de la jeune femme, les mains soigneusement jointes derrière le dos. Et pourtant, c'est arrivé. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant des ombres de dentelle sur le couvre-lit immaculé. La pièce ne présentait aucun signe de chaos, aucune trace de lutte. L'oreiller était intact. Les brosses sur la coiffeuse étaient alignées impeccablement. La fenêtre était fermée à clé. L'unique porte avait été verrouillée de l'intérieur. Miss Lettice Phipps avait, selon toute apparence, disparu dans les airs. Le révérend Phipps tremblait à côté de Poirot, son col clérical de travers, les yeux écarquillés d'effroi. « Ce n'est pas le genre de fille qui s'éclipserait ou... » Poirot leva la main. « Calmez-vous, monsieur le révérend. Votre fille est peut-être encore en sécurité. Mais ne nous préoccupons pas de ce que nous espérons, mais de ce que nous observons. Toujours les faits, n'est-ce pas ?» Il pivota lentement sur ses talons, examinant la pièce centimètre par centimètre. Les murs
était épais. 200 ans de pierre anglaise. La cheminée, murée, était depuis longtemps hors d'usage. Aucun domestique ne l'avait vu partir. Aucun pas dans la rosée. Et pourtant, elle était partie. Poirot se pencha pour inspecter la clé encore dans la serrure, à l'intérieur. « C'est curieux », murmura-t-il. Dame Euphémie, qui avait suivi les cris de consternation à l'étage, rôdait près de la porte, serrant sa robe de soie contre elle comme une bouée de sauvetage. « Voulez-vous dire qu'elle a disparu ?» demanda-t-elle. « D'une pièce fermée à clé, il semblerait bien, » répondit Poirot d'un ton neutre. « Mais je ne suis jamais aussi facilement satisfait, madame. On ne disparaît pas sans laisser de traces. » Un léger coup à la porte annonça le majordome Kersey, qui entra avec raideur, tenant un plateau. « J'ai pensé que M. Poirot préférerait sa tisane dans la chambre de la jeune femme. Pardonnez-moi cette intrusion. » Poirot accepta le thé avec un signe de tête reconnaissant, mais son regard ne quitta pas celui de Kersey. « Dites-moi, Kersey, qui a fermé cette pièce à clé hier soir ?»« Personne, monsieur. Mademoiselle Phipps elle-même. Je l'ai raccompagnée à 10h30. Elle s'est retirée immédiatement. Aucune femme de chambre n'était requise. As-tu entendu quelque chose dans la nuit ? » « Rien d'inhabituel, monsieur. » Un silence. « À moins qu'on ne compte la note de piano. Encore cette même tonalité spectrale, cette note unique, spontanée. Personne n'avait touché le piano. De cela, tout le monde en était certain. La moustache de Poirot frémit. « Tu l'as entendu aussi ? Juste après minuit, monsieur ? Clair comme de l'eau de roche. Et puis, plus rien. » Les invités, réveillés par le tumulte, se rassemblèrent à nouveau dans le salon, les yeux embrumés et vêtus de vêtements hâtivement rassemblés. Miss Wren se tenait à l'écart, raide dans une robe de chambre bordeaux profond, le visage indéchiffrable. « Je suppose que j'aurais dû m'y attendre, » dit-elle doucement, presque pour elle-même. Poirot se retourna. « Pourquoi, mademoiselle ? Que craignez-vous » Miss Wren le regarda avec des yeux pareils à des fenêtres closes. « On vous a envoyé une lettre, monsieur Poirot. Mais on m'a envoyé un rêve. Il y a 3 nuits, j'ai entendu Létice hurler, pas avec sa voix, mais dans les murs. Un cri silencieux, un silence si fort qu'il était douloureux, un silence si fort qu'il faisait mal. » Poirot ne répondit pas, mais son regard s'aiguisa. Le petit déjeuner se déroula dans un silence ambiant. Les invités chuchotaient, jetant des regards vers l'escalier comme si Létice allait descendre à tout moment, riant du tumulte, mais sa place resta vide et les toasts refroidirent. Les Faraday étaient assis, raides, aux extrémités opposées de la table. Monsieur Faraday serrait les dents. Madame Faraday lissait sans cesse sa serviette. Sir Oswald marmonnait des absurdités et des disparitions, tandis que Lady Euphemia picorait son pamplemousse avec un dégoût chirurgical. Miss March ne disait rien, même si ses yeux erraient dans tous les sens. Rosalind Vale parla brusquement, juste au moment où le silence s'épaississait au-delà de toute endurance. « J'ai entendu quelque chose hier soir, » dit-elle. « Quelque chose d'étrange. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Dans le couloir, vers 1h, un bruissement, comme du taffetas effleurant la pierre. J'ai supposé que c'était Miss Wren. « Je dormais, » dit mademoiselle Wren en fronçant les
Saucils. Je ne me promène pas la nuit. Poirot se pencha en avant. Mademoiselle Vale, avez-vous ouvert votre porte pour regarder? Rosalinde hésita. Non, j'avais peur. Ça ne semblait pas très humain, pour être honnête. Sir Oswald renifla. Oh, pour l'amour du ciel, on est en Angleterre, pas un sou. Les filles ne disparaissent pas comme ça, de pièces fermées à clé. Non, acquiesça calmement Poirot. Ils ne le font pas, et pourtant, nous avons une pièce fermée, à clé et une jeune fille disparue. Nous devons donc nous demander qu'est-ce qui paraît impossible et comment y parvenir malgré tout. Il se leva et s'adressa à eux tous. Mes amis, je vous demande de ne quitter aucun des lieux de Wren Hollow. Tant que mademoiselle Phipps n'aura pas été retrouvée, ou que son sort ne sera pas élucidé, je considérerai cette maison comme le théâtre d'un crime. Un crime? S'écria le révérend Phipps. Mais quel genre de crime? Vous ne voulez pas dire qu'elle a été... Je veux dire, monsieur, qu'une jeune femme a disparu d'une pièce scellée au milieu de la nuit, et que le seul son entendu par chacun d'entre vous est une note unique et inexplicable provenant d'un piano que personne n'a touché. Poirot marqua une pause, laissant les mots retomber comme de la poussière sur le groupe. Et ainsi, dit-il doucement, jusqu'à ce que je comprenne, ce qu'est que cela signifie que personne ne doit être considéré au-dessus de tout soupçon. Plus tard, dans la journée, Poirot commença aussitôt son enquête, méthodiquement, sans dramatisation. Il demanda les plans. Il interrogea Kersey et les domestiques. Il examina le piano. Il arpenta le couloir devant la chambre de Létice, tapotant légèrement les murs. Puis, il a trouvé quelque chose, une petite égratignure presque imperceptible, près de la plainte, juste devant sa porte. À peine perceptible. Mais Poirot n'était pas homme à regretter ce genre de choses. Il s'accroupit et l'inspecta de près. Pas récent, mais pas vieux non plus. Il se leva lentement et regarda dans le couloir. Les portraits de Roitelet morts, depuis longtemps, le fixaient. Un seul d'entre eux avait un visage qui semblait légèrement flou. Il s'avança vers lui et tapota le cadre. Creux. Ah, dit-il avec un léger sourire. Alors, la maison a bien ses secrets. Et quelque part dans les murs, un silence retenait encore son souffle. Chapitre 3. Le portrait qui n'appartenait pas. Le troisième matin se leva avec la clarté inquiétante d'un ciel qui s'efforçait de paraître innocent. Une brume flottait dans le jardin comme un souffle qui refusait d'être exhalé, et le chemin de pierre qui contournait l'aile ouest de Wren Hollow était encore humide de la rosée matinale. La maison elle-même, cependant, semblait inchangée, silencieuse, impassible, peut-être vaguement amusée à l'idée que ces mystères séculaires puissent céder si facilement. Dans le salon, Hercule Poirot se tenait devant le portrait qu'il avait peint la veille. C'était une lourde peinture à l'huile sombre, encadrée dans un cadre baroque raffiné. L'homme représenté était assis, raide, une main gantée posée sur un bureau, l'autre serrant un document roulé. Il portait un costume de la fin de l'époque victorienne, manteau de velours vert foncé, bouton de laiton, une chevalière scintillant à son doigt. Ses yeux, gris et perçants, semblaient presque trop modernes. Poirot inclina légèrement la tête. « Il y a quelque chose qui cloche, mon ami, murmura-t-il.
Mademoiselle Agatha Wren entra sans cérémonie, un châle serré autour des épaules. « Et Sir Lionel Wren, dit-elle, mon arrière-grand-oncle, un homme sévère. On raconte qu'un jour, il fit renvoyer une femme de chambre qui pleurait dans la lingerie. Poirot se retourna lentement. « Et pourtant, mademoiselle, si je puis me permettre, la toile est trop neuve, le vernis n'a pas jauni, la signature est sans craquelure. Ce tableau a peut-être 20 ans tout au plus. » Miss Wren cligna des yeux. « C'est impossible. Il a toujours été là, depuis mon enfance. Alors soit votre mémoire est défaillante, soit quelqu'un a fait une substitution curieuse. » Ses lèvres se pincèrent. « Tu crois que quelqu'un a remplacé le portrait de Sir Lionel par un faux ?»« Ce n'est pas vraiment un faux, » dit doucement Poirot. « Mais peut-être un leurre. » Il s'avança et appuya légèrement sur le coin inférieur droit du cadre. Il céda. Le portrait s'ouvrit sur des charnières silencieuses, révélant un renfoncement sombre derrière. Un ancien passage de domestique, depuis longtemps désaffecté et encombré de poussière et de toiles d'araignée. Mademoiselle Wren haleta. Je n'en avais aucune idée. Les yeux de Poirot brillèrent. Et pourtant, mademoiselle Wren, je soupçonne que quelqu'un d'autre a fait. Pendant ce temps, dans les quartiers des domestiques Kersey, le majordome se tenait droit tandis que Poirot l'interrogeait avec la précision d'un chirurgien pratiquant des incisions. « Qui a nettoyé ce couloir pour la dernière fois ?» demanda Poirot en désignant le couloir devant la chambre de Miss Phipps. « Personne, monsieur, » répondit Kersey. « Cette aile est réservée aux invités. Nous avons pour consigne de ne pas y entrer une fois les invités partis. » Poirot hocha la tête. « Et le portrait de Sir Lionel a-t-il toujours été accroché à cet endroit précis ?» Kersey hésita un instant. « Aussi loin que je me souvienne, monsieur. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, mais rappelez-vous, monsieur, Kersey, que c'est une telle trahison, surtout quand il s'agit de protéger des secrets. » Kersey ne dit rien, mais un muscle de sa mâchoire se contracta. Dans le jardin, indice en fleurs, Rosalind Vale avait emporté son café dans la roseraie, espérant visiblement que l'air frais apaiserait ses nerfs. Poirot, toujours discret, dans son approche lorsqu'il le souhaitait, la trouva là, contemplant un parterre de bourgeons étroitement fermé. « Vous me semblez être une femme d'une grande sensibilité, mademoiselle Vale, » dit-il doucement. « Je suis musicienne, » dit-elle en soupirant. « Nous sommes habitués à entendre des choses que les autres ne perçoivent pas. C'est pourquoi j'ai du mal à croire qu'un bruit provenant de l'intérieur de la maison, un cri par exemple, ait pu se produire sans que personne ne l'entende. À moins que cela n'ait jamais été dit à voix haute, répondit Poirot. À moins que ce ne soit un silence si délibéré, si chargé de sens, qu'il remplace le besoin de crier. » Elle le regarda d'un air sévère. « Tu crois que c'est une question de silence ? Je pense que le silence est le langage de cette maison, et quelqu'un ici le parle couramment. » Rosalind hésita. « J'ai entendu autre chose hier soir. Après la note de piano, des pas, mais très légers, comme quelqu'un qui marchait pieds nus. Et j'ai cru entendre une respiration. Mais quand j'ai ouvert ma porte, rien. » Poirot hocha la tête. « Vous avez été d'une grande aide, mademoiselle, et vos oreilles de musicienne, pourraient bien contribuer à résoudre ce mystère. » À midi, une révélation du désespoir, tandis que Poirot
explorait le passage derrière le portrait, armé d'une lanterne empruntée à Kersey. Le capitaine Faraday s'approcha de Miss Marsh, la compagne silencieuse de Rosalind Vale, assise seule dans la bibliothèque avec une grille de mots croisée et l'air d'une femme fatiguée depuis longtemps d'observer les imbéciles. « Je dis, » commença Faraday en hésitant sur le pas de la porte. « Toute cette affaire, ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marsh leva les yeux. « Votre femme ne le pense pas non plus ?» Il cligna des yeux. « Tu lui as parlé ?»« Elle parle souvent, je l'écoute souvent. Un arrangement bancal, mais pas improductif. » Le capitaine Faraday toussa. « Elle est nerveuse, elle pense, enfin, qu'elle a rêvé à propos de la fille. » Létis. « Quel genre de rêve ? Une cage ?» dit-il en pâlissant. « Une femme dans une cage de verre ?» Mais elle ne pouvait pas crier. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son. Mademoiselle Marsh posa lentement son crayon. « C'est très précis. »« Je sais, » dit-il. « Et elle n'avait jamais fait de rêve comme ça avant de venir ici. » Mademoiselle Marsh le fixa du regard. « Peut-être qu'elle ne rêve pas. Peut-être qu'elle se souvient. » Poirot, dans le passage, l'étroit passage derrière le portrait, longeait l'aile des invités, ses murs étroits et tapissés de vieux crochets et de plâtre délavé. Poirot avançait lentement, sa lanterne illuminant des toiles d'araignées et des particules de poussière qui dansaient comme des secrets. Il arriva enfin devant une petite porte en bois, à moitié pourrie, mais intacte. Elle menait à l'armoire, à linge, juste en face de la chambre de Létis. Poirot a essayé la poignée. Verrouillée. De l'extérieur, il sourit. Alors, un chemin pour entrer, et un moyen de sortir sans être vu. Sur le sol se trouvait un petit objet, un ruban bleu. Poirot se pencha et le ramassa avec précaution. Puis il s'est figé. Il y avait autre chose. Faible, presque effacée, mais réelle, une empreinte dans la poussière. Petite, nue, et à côté, juste il y en avait un autre. Plus grand, plus lourd. Les orteils pointés vers la chambre de Létis. Poirot se redressa. Son visage était indéchiffrable. Il retourna au salon, où les invités s'étaient à nouveau rassemblés, silencieux et attendants. Le mystère de la disparition de Létis Phipps, dit-il doucement, n'est plus impossible. Simplement difficile. Lady Euphemia ricana. « Et quelle est votre prochaine étape, monsieur Poirot ?» Poirot regarda autour de lui. « Pour savoir qui parmi vous est déjà venu ici, non pas en tant qu'invité, mais en tant qu'enfant, car personne ici ne craint cette maison. » Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sombre, « Il souvient-toi, il. » Chapitre 4. Les fantômes dans la chambre d'enfant. C'était étrange, songea Hercule Poirot, que le passé ait cette fâcheuse tendance à persister dans les vieilles maisons, non pas comme les souvenirs dans l'esprit des hommes, se mouvant et s'adoucissant avec le temps, mais avec une obstination particulière, s'accrochant aux murs, s'installant dans les planchers, murmurant dans des recoins à moitié oubliés. Wren Hollow n'était pas différent, peut-être même plus. Cet après-midi-là, Poirot demanda à visiter la maison, non pas les pièces raffinées qu'occupaient les invités, mais les plus anciennes, les ailes oubliées. Il était accompagné, un peu à contre-cœur, de Miss Wren elle-même.
Je dois avouer, monsieur Poirot, dit-elle, alors qu'il traversait un étroit couloir depuis l'escalier principal, que je trouve votre curiosité à la fois impressionnante et... Troublante. Déranger, mademoiselle, est souvent le premier pas vers la vérité, répondit Poirot en ajustant ses manchettes immaculées. Maintenant, s'il vous plaît, c'est elle. Miss Wren hésita avant de sortir une clé de sa poche. Elle ouvrit une porte qui grinça comme un gémissement et le conduisit dans un couloir recouvert de poussière. Cette partie de la maison a été scellée après l'accident de mon frère, a-t-elle expliqué. Elle n'a pas été... utilisée depuis plus de 20 ans. Ton frère? Oui, Gideon. Il est tombé de la fenêtre de la chambre d'enfant à 7 ans. Il a survécu, curieusement, mais pas complètement. Son esprit était blessé. Il a été envoyé au loin. Je ne l'ai jamais revu. Poirot la regarda d'un air sévère. Et il aurait... Quel âge maintenant? Elle ne répondit pas directement. Plus âgé que moi, mais seulement en théorie. Il est mort quelques années plus tard, dans un établissement. Je vois, la chambre d'enfant était la dernière pièce au bout du couloir. Il était intact. Une fine couche de poussière recouvrait chaque jouet, chaque étagère. Un cheval à bascule cassée se dressait sous la fenêtre, les yeux ébréchés et étrangement vivants. Des poupées gisaient sur des coussins délavés. Sur le mur, quelqu'un avait autrefois griffonné une rangée de lignes verticales, comptant les jours, peut-être. Poirot entra et inspira lentement. Il y a une tristesse ici, dit-il. Quelque chose de lourd, quelque chose qui persiste. Mademoiselle Wren se tenait raide près de la porte, réticente à entrer. Il était différent, même avant la chute, dit-elle. Il ne parlait jamais. Pas un mot en 7 ans. Un silence de naissance, songea Poirot. C'est curieux. Et voilà qu'un autre enfant, si je puis me permettre d'appeler mademoiselle Phipps, s'est évanoui en silence. Il examina la pièce. Soudain, quelque chose attira son attention. Un morceau de papier sous l'armoire de la chambre d'enfant. Il se pencha, le récupéra et le lut. Ils ont dit que je ne devais pas parler. Mais je l'ai entendu. Dans les murs. Il regarde. L'écriture était enfantine, erratique. Poirot se tourna vers mademoiselle Wren. « Vous êtes bien certaine que votre frère est mort ?» Son expression se durcit. « Que sous-entendez-vous, monsieur Poirot? Que Gideon, mon frère, est revenu hanter sa propre maison ?» Poirot baissa la tête. « Je n'insinue rien, mademoiselle. Je constate simplement que cette maison renferme bien plus que des meubles et des secrets. Elle pourrait bien renfermer un souvenir si puissant qu'il lui a poussé des membres. En bas, murmure et méfiance. » Pendant ce temps, dans la salle de billard, le docteur Ellingham discutait à voix basse avec Rosalind Vale. La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lumière de l'après-midi qui filtrait par une haute fenêtre. « La connaissais-tu bien ?» demanda Rosalind en faisant référence à Létis. « À peine, » répondit Ellingham en ajustant ses lunettes. « Mais elle m'a semblé très nerveuse. Tremblante, même. Le genre de personne qui ressent les choses trop profondément et en dit trop peu. Et pourtant, dit Rosalind, ce sont toujours
les silencieux qui disparaissent. Le docteur Ellingham se détourna, visiblement perturbé. Cet endroit est source de malaise. J'ai visité de nombreux foyers au cours de ma vie, certains remplis de maladies, d'autres de chagrin. Mais celui-ci, celui-là, semble creux. Creux, comme si quelque chose avait été retiré et jamais remis. Poirot fait une observation plus tard dans la soirée. Poirot réunit à nouveau les invités dans le salon. Le feu était allumé, mais personne n'avait froid. C'était, expliqua-t-il, une nécessité psychologique. Les flammes procuraient un sentiment de réconfort, et il comptait bien supprimer précisément ce sentiment. Il y a un deuxième passage, dit-il simplement. Derrière la chambre d'enfant. Il mène à un escalier de service muré depuis longtemps en bas. Mais il aboutit juste à côté de la chambre de mademoiselle Phipps. De là, on pouvait entrer par le placard à linge, parcourir le couloir pieds nus et ouvrir facilement la chambre d'un invité, à condition bien sûr d'y avoir accès au préalable. Sir Oswald se tortilla, mal à l'aise. « Vous pensez que quelqu'un ici a planifié ça à l'avance ? » « Je pense que quelqu'un ici connaît cette maison mieux qu'il ne l'admette, » dit Poirot. « Et je pense que le responsable est déjà venu ici. Peut-être enfant, peut-être plus récemment. Mademoiselle March, assise près de la fenêtre, prit la parole pour la première fois. « Vous croyez que le mobile est personnel ?» Poirot inclina la tête. « Oui, parce que la méthode est intime, silencieuse, psychologique. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était un crime d'orchestration, de musique sans son. » Il se tourna vers Kersey. « Vous, monsieur, depuis combien de temps êtes-vous… » « En service ici ?»« 35 ans, monsieur. Alors tu connaissais Gideon Wren ?» Kersey hésita. « Oui, monsieur. »« Et vous lui avez rendu visite à l'institution, n'est-ce pas ?» Des halètements parcoururent la pièce. Mademoiselle Wren se tourna pour le fixer. Kersey, il s'inclina légèrement. « Je ne vous l'ai jamais dit, mademoiselle. J'y suis allé une fois, avant son décès. Je pensais que ce serait gentil. » Poirot s'approcha. « Et il a parlé alors ?» Kersey déglutit. « Il a écrit, dans un carnet. Je l'ai toujours, quelque part. » Poirot croisa les bras. « Puis-je le voir ?» Le carnet était en lambeaux et taché. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies de gribouillis, de symboles et de courtes phrases sans grand sens. Mais une page se démarquait. D'une écriture soignée et enfantine, je me souviens encore de la pièce secrète. J'attends en silence. J'écoute. Poirot fixa les mots, puis la liste en dessous, des noms. Certains étaient rayés, mais 2 restaient intacts. Agathe, laitue Hill, referma le carnet d'un coup sec. « Alors, ça commence à se révéler, » dit-il doucement. Miss Wren murmura. « Tu penses qu'il est vivant ?» Poirot ne répondit pas, mais à la lueur du feu, quelque chose crépitait dans la cheminée, un son faible, comme un rire, ou des pleurs. Chapitre 5. Un piano sans cordes. Le lendemain matin, une pluie torrentielle s'abattit sur Marrowgate, obscurcissant les collines d'un doux rideau gris et battant les fenêtres du manoir de Wren Hollow comme des doigts réclamant l'entrée. La maison, comme par sympathie, sembla se replier sur elle-même. Les couloirs s'assombrirent, les portes restèrent closes, et même le tic-tac de l'horloge de parquet du hall semblait atténué. Hercule Poirot, cependant, était inhabituellement animé. « Je me demande… »
dit-il à mademoiselle March devant un petit déjeuner modeste composé de toast et de café fort. Pourquoi un piano devrait-il émettre une note alors que personne ne se trouve à proximité, dans une maison où le silence est à la fois un symptôme et une stratégie? Ce n'est pas un artifice acoustique, c'est un message. Mademoiselle March pencha la tête. Mais pour qui est-ce? Pour qui, en effet? Poirot tapota la soucoupe du doigt. Ou peut-être, plus important encore, de qui? Il s'excusa et se dirigea vers la salle de musique fermée à clé depuis la disparition de Lettice Phipps. Kersey l'y rejoignit, clé en main. Mademoiselle Wren a donné sa permission, dit solennellement le majordome, bien qu'elle n'aime pas que cette pièce soit dérangée. Tout à fait, dit Poirot. Les morts n'aiment pas que leurs secrets soient exhumés des murs. La porte s'ouvrit sur une pièce d'une élégance particulière. De hautes fenêtres, voilées de tissus transparents, filtraient la lumière, pâle, jusqu'à ressembler à un clair de lune, même en plein jour. Contre le mur du fond, sous un miroir au cadre doré, trônait le piano à queue, noir, impeccable, immobile. Poirot s'en approcha avec révérence. Et nous voici. La voix qui chantait autrefois sans chanteur. Il a soulevé le couvercle. Les cordes avaient disparu. Poirot se figea, puis se pencha lentement pour inspecter l'intérieur vide. Pas un seul fil. L'intérieur du piano avait été Vidé, silencieusement, avec expertise. Il a reculé. Mon Dieu, murmura-t-il. Alors le bruit n'a jamais été réel. Miss March l'avait suivi à l'intérieur. Une illusion? Non. Pire, une tromperie conçue pour suggérer quelque chose d'impossible, et pourtant était entendu par tous les invités. Un son impossible, une note fantôme. Il se retourna brusquement. C'était pour effrayer, pour perturber, un stratagème psychologique. Quelqu'un voulait nous faire croire que la maison elle-même parlait. Mademoiselle March était pâle. Alors, qui la jouait? Le regard de Poirot était perçant. Ah, mais je crois que plus personne n'y joue. Pendant ce temps, dans la chambre bleue, Rosalinde Vale était assise devant sa coiffeuse, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé. Sa compagne, mademoiselle Henrietta March, se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, le front plissé par une expression qui n'était pas tout à fait celle de la compassion. « Il nous regarde », murmura Rosalinde. « Qui est ? » ?»« Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais je le sens. Je me suis réveillée cette nuit, et le loquet de la fenêtre avait été tourné. Elle était verrouillée avant que j'aille me coucher. Peut-être un courant d'air, dit doucement Miss March. Rosalinde secoua la tête. Non, ce n'est pas le vent, c'est intentionnel. Quelqu'un entre la nuit. Le ton d'Henrietta s'aiguisa. Alors pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi restes-tu? Est-ce parce que je ne peux pas? Dit Rosalinde, puis la voix encore plus basse. Il suivra. Mademoiselle March se raidit. Lui, mais Rosalinde secoua simplement la tête et ferma les yeux. Poirot et le rassemblement des fils, soir-là, dans la bibliothèque, Poirot déposa plusieurs objets sur une petite table en chêne devant les invités rassemblés. Premièrement, le ruban retrouvé dans le passage. Deuxièmement, le carnet de Gideon Wren. Troisièmement, une photographie
décoloré mais indubitablement représentant les jeunes Gideon et Agatha Wren debout devant la cheminée de la chambre d'enfant. Entre eux, à peine visible, se trouvait un autre enfant. Ceci, dit Poirot en tapotant la photo, n'est pas le seul frère ou la seule sœur de Miss Wren. Des halètements éclatèrent dans la pièce. Agatha Wren se leva. C'est absurde. La voix de Poirot resta calme. Il y a un troisième enfant sur cette photo. Vous n'avez revendiqué que Gideon et vous-même. Mais cet enfant, plus petit, plus jeune, a la bouche de votre mère. C'est un cousin, rétorqua Miss Wren. Poirot secoua la tête. Non, Mademoiselle, vous nous avez induits en erreur. Et maintenant, la vérité commence à émerger. Sir Oswald se leva, les poings serrés. Quel jeu joue-t-on, Poirot? Accuser notre hôtesse de... Je n'accuse personne, monsieur, interrompit Poirot. Mais je ferai insister sur la vérité. Quelqu'un ici connaît cette maison depuis bien plus longtemps qu'il ne l'admette. Quelqu'un a déjà arpenté ses couloirs. Quelqu'un a vécu dans ses silences. Il regarda Kersey. Quand le piano a-t-il perdu ses cordes? Kersey parut troublé. Je ne sais pas, monsieur. On n'y a pas joué depuis des années. La salle est restée fermée à clé. Alors nous devons nous demander, dit Poirot, qui avait la clé? Le visage d'Agatha Wren pâlit. Je l'ai fait, murmura-t-elle. Poirot hocha la tête, et pourtant on pénétra dans la pièce. Quelqu'un entra, il retira les cordes, et fit en sorte que nous entendions tous une note qui n'aurait pas pu être entendue. Il se tourna vers Rosalinde. Vous avez entendu des pas, une respiration. Quelqu'un pieds nus dans la nuit. Avez-vous voir eux? Non, dit-elle faiblement, mais l'odeur, quelque chose de terreux, d'humide, comme de vieilles pierres et des feuilles mouillées. Poirot joignit les doigts. Je crois que la personne responsable vit pas dans cette maison, mais sous île. La cave-lanterne à la main, Poirot, Kersey et le docteur Ellingham descendirent l'étroit escalier des domestiques jusqu'à la cave, un dédale de couloirs en pierre au plafond bas, autrefois utilisé pour le stockage, mais aujourd'hui abandonné depuis longtemps. Au fond, derrière une grille en fer rouillé depuis longtemps, ils le trouvèrent. Une chambre. Dégrossie, froid, faiblement éclairé par une petite lampe à huile. Et, à l'intérieur, un sac de couchage, une tasse de thé fêlée et une pile de papier jauni griffonné par la main d'un enfant. Poirot en a ramassé un. Elle a pris ma voix. J'attends de pouvoir parler à nouveau, quand ils écouteront. Quand ils entendront, il se tourna lentement, et là, dans le coin le plus éloigné, se tenait une silhouette mince, pâle, pieds nus, cheveux longs et emmêlés, yeux écarquillés et fous, mais indéniablement humain. Pas un fantôme, un homme, un frère. Gideon? Demanda doucement Poirot. Mais la silhouette ne répondit pas. Il a juste regardé fixement. Et le silence, riche, complexe, ininterrompu, en disait long. Chapitre 6. L'homme qui n'a jamais parlé. Le silence dans la cave était si épais qu'on le goûtait, humide, minéral et ancien. Hercule Poirot se tenait immobile, contemplant la silhouette pâle dans l'ombre. Derrière lui, la flamme de la lanterne vacillait, projetant des formes ondulantes sur les murs de pierre. L'homme, si tant est qu'on puisse encore l'appeler ainsi, était pieds nus, vêtu de haillons et de couches de crasse, le visage à
moitié dissimulé par un rideau de cheveux grisonnants et emmêlés. Pourtant, ses yeux étaient indéniablement humains, intelligents, hantés. « Gideon Wren », répéta Poirot doucement cette fois. « C'est ton nom, mon ami ?» Aucune réponse, pas même un tressaillement. L'homme observait Poirot avec la prudence d'une créature sauvage. Ses mains tremblaient, mais il ne parlait pas. Pas un son ne s'échappait de ses lèvres. Poirot fit un pas en avant. « Tu vis ici ?» dit-il doucement. Dans le silence, sous la maison. Toutes ces années. Le docteur Ellingham murmura. Cet homme a vécu dans les caves de Wren Hollow, sans être repéré? C'est impossible. Ce n'est pas impossible, répondit Poirot. Simplement inaperçu, il y a une différence. Il se tourna vers Kersey, qui avait le teint blême. Tu as dit que Gideon était mort. C'est ce qu'on m'a dit, monsieur, balbutia le majordome. Je lui ai rendu visite à l'asile de Briarstone il y a 15 ans. Ils ont dit qu'il était décédé. Il avait disparu du registre lors de ma visite suivante. Ils m'ont dit que la famille avait le corps. Les yeux de Poirot se plissèrent. Quelle famille? Kersey regarda, impuissant, Agatha Wren, qui était descendue après eux, blanche comme un os. Je l'ai ramené à la maison, murmura-t-elle. Ils l'ont renvoyé, disant qu'il ne représentait plus de danger pour lui-même, ni pour les autres. Mais il ne pouvait pas vivre en société. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il ne voulait pas être vu. Il regardait. « Alors tu l'as ramené, » dit doucement Poirot. « Et tu l'as enfermé sous la maison. » Non, s'écria-t-elle. Je lui ai donné une chambre, un espace sûr. Il ne voulait pas qu'on le touche. Il choisit la cave. Et puis un jour, il a arrêté de monter. Il a disparu. J'ai cru qu'il s'était enfui. J'ai cru qu'il... Elle s'arrêta, Puis ajouta d'une voix rauque. « Je ne savais pas qu'il était encore là. » Poirot se tourna vers Gideon, dont le regard n'avait pas bougé. Lentement, Poirot se pencha et ramassa une des feuilles jaunies. Elle était couverte de croquis, des dessins de pièces, de couloirs, de visages. L'un des dessins représentait Lettice Phipps. « Ah !» murmura Poirot. « Alors, vous a fait la voir, il a brandi le papier. » « Où est-elle maintenant, monsieur? L'avez-vous emmenée? Est-elle ici, quelque part ?» Les lèvres de Gideon tressaillirent. Il recula dans l'ombre. Poirot le suivit prudemment, lanterne levée, jusqu'à ce que le mur de la cave se termine par un panneau de bois presque invisible sur la pierre. Il avait été peint du même gris terne. Poirot le tapota. Creux. Il a appuyé. La porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur se trouvait une autre chambre. Et à l'intérieur, assise sur le sol, le dos contre le mur, les yeux écarquillés et vivants, se trouvait Lettice Phipps. La fille dans le mur Poirot se précipita à ses côtés. « Mademoiselle, vous êtes saine et sauve ?» Elle hocha lentement la tête, tremblante. « Il ne m'a pas fait de mal, » murmura-t-elle. « Il... » a juste regardé, comme un enfant qui a peur de casser un jouet. Une cavité cachée, suffisamment grande pour qu'un enfant, ou même un petit homme, puisse s'y cacher. À l'intérieur, sans poussière et étrangement récent, se trouvait une note pliée. Poirot la lut. Elle m'a dit de ne rien dire.
mais je l'ai vu traverser le miroir. » Poirot se figea. Il s'approcha du miroir en face de la fenêtre. Il était légèrement entr'ouvert. Derrière, un autre passage. Le passage du miroir, le passage était étroit et anguleux, manifestement étranger à la conception originale de la maison. Peut-être ajouté plus tard, lors des rénovations. Il permettait de circuler entre les pièces et d'observer à travers des fentes derrière les miroirs. Poirot le suivit d'un pas prudent. Elle menait directement à l'aile des invités et, curieusement, il y avait une petite ouverture dans le mur, juste derrière la tête de lit dans la chambre de Lettice Phipps, un poste d'écoute. Poirot pressa sa main contre le bois. Il entendait les murmures du salon en contrebas. Il se retourna et revint sur ses pas. À travers le miroir, à travers la galerie, puis en bas de l'escalier. Les pièces s'alignaient. Il ne lui restait plus qu'à trouver le dernier. Un murmure dut passer au crépuscule. Poirot se rendit dans la lingerie près de l'escalier de service, où il avait trouvé le ruban bleu. Là, plié sous une pile de vieilles serviettes, se trouvait un album photo usé par les intempéries. Sa couverture était brodée de fils délavés, les Roitelet, 1890-1930. Poirot s'assit sur un banc et l'ouvrit lentement. Des photos d'enfants, de garde en partie, de baptême. Puis, au fond, une photo qu'il avait reconnue, prise à la cave, Agathe, Gédéon et l'autre enfant. Cette fois, quelqu'un avait écrit à l'encre en dessous, Agathe. Gédéon. Élie. Les yeux de Poirot se rétrécirent. Élie, un troisième frère ou une troisième sœur, non mentionné, oublié ou effacé. Il ferma le livre et se leva. Ce n'était plus seulement une histoire de folie, c'était une honte et le silence. Chapitre 8. Le nom qui a été enterré, la découverte. Du nom Elias Rennes n'était pas une simple note de bas de page dans un vieil album photo. Pour Hercule Poirot, ce fut un coup de tonnerre. La forme finale, manquante, qui permit à toutes les autres ombres de se résoudre. Il se tenait dans la petite lingerie, le livre pressé, doucement dans ses mains gantées, tandis que la maison craquait faiblement au-dessus et que le vent grattait les fenêtres comme un visiteur impatient. « Elias » murmura-t-il à voix haute. L'enfant dont personne n'a donné le nom. Le troisième Wren. Il traversa d'un pas mesuré le couloir, traversa le hall carrelé et se dirigea vers le salon, où les invités restants s'étaient rassemblés après le dîner. L'atmosphère ressemblait désormais plus à une veillée qu'à une fête. Les murmures cessèrent à son entrée. « Mesdames et messieurs, » dit-il avec une douce dignité, « je crois que je dois maintenant vous raconter une histoire. » L'histoire des trois Roitelet. Il posa l'album sur la table, l'ouvrit à la photo en question et laissa les autres se rassembler. Sur cette image, on voit trois enfants, Agatha, Gideon et Elias. Elias Wren, un nom jamais prononcé. Un frère jamais mentionné, il se tourna vers Agatha, qui restait figée, ses mains resserrant le tissu de son châle. « Pourquoi » demanda doucement Poirot. « Pourquoi l'a-t-on oublié » Agatha resta assise lentement, comme si ses forces l'avaient quittée. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était incolore. Parce qu'Elias était le pire d'entre nous. Il y eut un silence stupéfait. Les yeux d'Agatha étaient fixés sur la photo. C'était le plus jeune.
toujours plus petit, toujours ignoré, mais il observait, il écoutait, il se cachait derrière les murs, dans les couloirs. On pensait que c'était un jeu, jusqu'au jour où il est entré dans la chambre d'enfant. avec un couteau. Rosalind Vale haleta. Un couteau? Il n'avait que 6 ans. Mais il y avait quelque chose. Agatha s'interrompit. Il a coupé l'oreille d'une de mes poupées. Il m'a dit qu'elle n'entendait plus mes cris. Gideon l'a vu. Il était le seul à comprendre. Il a commencé à écrire des choses qu'Elias lui murmurait. Il a dit qu'Elias pouvait entendre ce que les gens disaient, pensait-il. Était trop bruyant. Poirot hocha gravement la tête. Et la chute? Agatha le regarda fixement. Poirot insista. Gideon est tombé de la fenêtre de la chambre d'enfant. Mais peut-être n'est-il pas tombé du tout? La voix d'Agatha était à peine audible. Elias l'a poussé. Je l'ai vu. Halètement, à nouveau. Même Sir Oswald semblait secoué. Tu l'as vu, répéta Poirot. Et tu n'as rien dit. J'avais 9 ans, s'écria-t-elle. Et j'avais peur. Ma mère était déjà partie. Mon père s'était mis à boire. Je me disais que c'était mon imagination. Et puis, Elias a disparu. On disait qu'il s'était noyé dans le puits en bordure de la propriété. Mais le corps? Demanda Poirot. Ils ne l'ont jamais trouvé. Le retour d'un non-Poirot se tourna vers le reste des invités, nous savons maintenant. Elias Wren. L'enfant oublié. Le nom perdu. Et peut-être le véritable marionnettiste derrière ce théâtre du silence. Dame Euphémie semblait défaillir. Vous voulez dire qu'il est encore en vie? Le visage de Poirot était grave. Je pense que c'est possible. Je crois que Gideon n'a pas agi seul. Son piano mécanique, le piège qui nous a attirés ici, était peut-être son projet, mais pas entièrement son but. Il sortit une autre feuille de papier de sa poche intérieure. J'ai trouvé ceci sous la chambre de Létis, écrit d'une seconde main, pas celle de Gideon. Il a lu à haute voix. Ceux qui parlent trop fort doivent dormir. Les silencieux peuvent rester. Les silencieux écoutent mieux. Poirot laissa les mots traîner. Une philosophie, dit-il. Une règle, une croyance nourrie dans l'obscurité. Il se tourna vers Agatha. « Tu crois qu'Elias s'est noyé? Et si ce n'était pas le cas ?» La bouche d'Agatha s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Un coup à la porte, ce moment précis, Kersey entra, pâle et instable. « Monsieur Poirot, il y a quelqu'un à la porte. »« Par ce temps ?» demanda Poirot. « Il dit qu'il fait partie de la famille. » Poirot se dirigea rapidement vers l'entrée de la maison, accompagné de Sir Oswald et du docteur Ellingham. La pluie tombait en rafales argentées, et derrière le portail en fer se tenait une silhouette vêtue d'un manteau sombre, le chapeau enfoncé, une sacoche à ses pieds. Poirot s'avança. La silhouette leva la tête. Il avait peut-être 45. Les traits prononcés, un sourire froid et des yeux qui ne clignaient pas assez. J'ai entendu dire que mon frère était revenu. A-t-il dit? La voix de Poirot était ferme. Et qui sont, monsieur? Toi? L'homme sourit faiblement. Elias Wren,
Poirot ne bougea pas. « On vous a présumé mort. »« Oui, mais je ne l'étais pas. » La porte s'ouvrit en grinçant. « Je suis rentré, » dit Elias, « et je veux voir mon frère. » Les retrouvailles silencieuses, Gideon Wren avait été transféré à la bibliothèque pour des raisons de sécurité et d'observation. Lorsqu'Elias entra, Poirot l'observa attentivement. Aucun mot n'a été échangé entre eux. Gédéon se leva. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Il traversa lentement la pièce. Et puis, il pleura. Le son était étrange et brisé, comme s'il avait dû être tiré d'un endroit abandonné depuis longtemps. Poirot s'avança. « Tu n'as pas emmené Létis, n'est-ce pas ?» Elias se tourna vers lui, les yeux brillants. « Non, j'ai simplement demandé à Gideon de lui montrer la vérité. Tu as envoyé la lettre. » Elias hocha la tête. « Parce que le silence n'est pas mauvais. » Mais les secrets, oui. La voix de Poirot s'aiguisa. « Et si Gideon l'avait tué ?» Le sourire d'Elias s'estompa. Il ne le ferait pas. Cette nuit-là, Poirot était assis dans sa chambre, sa valise ouverte, mais intacte. La pluie frappait les fenêtres, tel un métronome de malaise. Il a écrit dans son carnet. La maison a été construite sur des secrets. Un enfant a vu, un enfant s'est cassé, un enfant a disparu, et le silence qui suivit n'était pas la paix, c'était une cage. Chapitre 9. Le piège sans appât pour la première fois depuis son arrivée à Wren Hollow, Hercule Poirot ne s'est pas levé tôt. Au lieu de cela, il resta assis à son secrétaire dans sa chambre d'amis, écrivant méticuleusement dans un petit journal relié en cuir, s'arrêtant de temps en temps pour siroter sa tisane. Dehors, l'orage était passé, mais le ciel restait couvert, comme si le ciel hésitait à en révéler trop tôt. La maison n'était plus seulement instable, elle était déséquilibrée. L'arrivée d'Elias Wren avait bouleversé quelque chose au plus profond de ses murs. Les domestiques évoluaient dans un silence quasi total, incertains s'ils s'occupaient d'une maison de campagne ou d'une poudrière. Les conversations étaient saccadées. Les regards se posaient, les portes se refermaient rapidement sans être rouvertes. Et Poirot, désormais au centre de tout cela, observait. Toujours à l'affût. À 10 heures précises, il descendit dans la salle du petit-déjeuner. Sans surprise, tout le monde était déjà réuni. Elias était assis au bout de la longue table en acajou. Il portait d'un costume 3 pièces sombre, un peu trop petit, probablement emprunté à la garde-robe de feu M. Wren. Sa présence était étrangement posée. Gédéon n'était pas présent. Mademoiselle Agatha Wren était assise, rigide, à côté d'Elias, les mains jointes sur ses genoux, les jointures blanches. Le docteur Ellingham était assis 2 sièges plus loin, l'air professionnel mais méfiant. Rosalind Vale et Mademoiselle March étaient assises côte à côte, parlant à voix basse. Les Faraday évitaient le regard de tous, et Lady Euphemia faisait mine de beurrer ses tartines avec une force excessive. Poirot s'assit et sirota son café. Puis il parla doucement, comme s'il commençait une histoire pour enfants. Je réfléchis, mes amis, à ce que signifie piéger quelque chose d'invisible. Voyez-vous, un piège n'est efficace que si la proie ignore qu'elle est chassée. Il regarda lentement autour de la table. C'est pourquoi, je crois, nous sommes tous tombés dans une sorte de piège. Pas un piège tendu à Létis, ni même à Gideon. Non,
Celui-ci était bien plus subtil, bien plus ancien. Sir Oswald s'éclaircit la gorge. « Vous êtes délibérément énigmatique, Poirot. »« En effet, monsieur, car je crois que la véritable Histoire de cette maison n'a pas encore été pleinement révélée. Et tant qu'elle ne sera pas révélée, nous resterons en danger. » Dame Euphémie leva les yeux au ciel. De quoi? Encore un enlèvement silencieux? Un piano hanté? Poirot? se tourna vers elle, de l'incompréhension de ce que cache vraiment le silence. Le plan commence plus tard dans la matinée. Poirot demanda à utiliser le petit salon. Un petit salon sous-utilisé au papier peint délavé et à l'unique vitrail qui projetait une étrange lueur rouge sur le sol. Il demanda à recevoir un invité à la fois. Les autres reçurent l'ordre de rester dans la bibliothèque sous la surveillance de Kersey. Les entretiens ont commencé. Premièrement, Rosalind Vale. Mademoiselle, vous êtes une femme habituée aux subtilités du son. Commença Poirot. Pourtant, ici, c'est le silence qui parle. Dites-moi, qu'avez-vous entendu que d'autres auraient pu manquer? Rosalind hésita. J'ai entendu Elias, avant son arrivée. Poirot haussa les sourcils. Commentaire? 2 nuits avant son arrivée, j'ai entendu un murmure près de ma porte. Je pensais que c'était Gideon, mais la voix était différente, plus froide, plus mesurée. Et qu'est-ce que ça disait? Ses yeux clignaient. Cela répétait quelque chose. Elle doit se souvenir, encore et encore. Poirot a pris note. Deuxièmement, Mademoiselle March. Mademoiselle March, dit Poirot, vous observez. Vous vous souvenez. Dites-moi, Agatha Wren vous a-t-elle déjà parlé d'un autre frère? Elle ne l'a pas fait, répondit Mademoiselle Marche. Mais un jour, l'année dernière, Rosalind et moi avons assisté à une soirée musicale à Bath. Agatha était présente. Et elle est partie subitement après avoir vu un homme qui, selon elle, ressemblait à son frère, fantôme. Un fantôme. Elle a utilisé ce mot. J'ai pensé qu'elle était poétique. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Poirot prit une autre note. Troisièmement, le docteur Ellingham. Vous avez eu l'occasion de traiter des traumatismes, n'est-ce pas? Demanda Poirot. Je l'ai fait, dit prudemment le médecin. Et tu as parlé avec Gideon et Elias? Oui. Gideon est un homme qui s'est entouré de silence comme d'une armure. Mais Elias, il est différent. Il ne besoin le silence. Il le choisit pour le pouvoir. Poirot leva les yeux. Le pouvoir, dis-tu? Il parle quand ça l'arrange. Il devine les gens. Il les anticipe. Il n'est pas fou, Poirot. Il est différent. Plus froid. Poirot tapota sa plume 2 fois et le congédia. L'interview finale. Elias Vrenil est entré avec un sourire. Vous avez tissé une belle toile, monsieur Poirot, mais vous n'avez pas encore attrapé votre araignée. Je me demande, monsieur, si l'araignée est aussi intelligente qu'elle le croit, répondit doucement Poirot. Elias croisa les bras. Vous me soupçonnez de quoi, précisément? De l'enlèvement de mademoiselle Phipps? Non, je te soupçonne d'avoir manipulé ton frère pour qu'il le fasse. Un scintillement, un léger sourire. Tu me donnes trop de crédit? Poirot se leva. Non, monsieur, je vous accorde exactement le crédit que vous exigez. Vous comprenez le silence,
Mais vous vous méprenez sur un point. Et c'est quoi ça? Poirot se pencha vers lui. Le moyen de briser le silence n'est pas le son, mais la mémoire. Il brandit un bout de papier. Il avait été arraché de l'album photo. Au dos, une seule phrase, écrite d'une main d'enfant. Je l'ai vu dans le miroir. Il m'a vu aussi. La voix de Poirot baissa. C'est Gédéon qui a écrit ça. Il t'a vu, n'est-ce pas? Pas une seule fois. Tu es déjà revenu. L'expression d'Elias ne changea pas, mais ses yeux l'ont fait. Le piège se referme. Ce soir-là, Poirot convoqua tous les invités dans la salle principale. Un feu brûlait dans l'âtre. Des chaises avaient été disposées en demi-cercle. Poirot se tenait au centre, flanqué de Kersey et du docteur Ellingham. « J'en suis arrivé à ma conclusion », annonça-t-il. « La question, mes amis, n'a jamais été OMS. J'ai pris Lettice Phipps. C'était pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette maison? Pourquoi en silence? » Il se tourna lentement. La réponse ne réside pas chez Gédéon, qui a été utilisé, mais chez Élie. Halètement, Elias se leva. C'est absurde. Poirot continua calmement. Vous êtes revenu il y a des semaines, monsieur, par le passage derrière le miroir. Vous avez traversé cette maison sans prévenir. Vous l'avez testé. Vous avez déclenché la note de piano. Vous avez introduit le vieux journal. Et vous avez manipulé votre frère en lui faisant croire qu'il avait une mission. Réveiller le passé. Prouve-le, dit froidement Elias. Poirot sourit, avec plaisir. Il fit un geste vers Kersey, qui apporta un petit objet enveloppé dans du tissu. Poirot le déballa, un bouton de manchette en laiton. « Trouvé hier dans le passage du miroir, » dit Poirot. « Gravé des initiales de votre père. Pas celles de Gédéon. Les vôtres, perdues récemment. Il n'y a pas de poussière dessus. » Poirot sortit alors un deuxième objet, la violette pressée de la lettre anonyme. Des fleurs identiques ont été trouvées dans la boîte de votre sacoche, monsieur. Finalement, Poirot brandit l'appareil mécanique. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Gédéon. Le dessin correspond à celui décrit dans un vieux journal d'Elias Wren, conservé à l'Institut royal des curiosités mécaniques. Poirot se retourna. C'était toujours Elias. Et Gédéon, le pauvre, le loyal et le brisé, Gédéon, avait simplement voulu que son frère parle à nouveau. Chapitre 10. L'homme derrière le miroir-île y eut un silence dans l'air après l'accusation de Poirot. Si vif, si soudain, qu'on eut l'impression que les murs mêmes de Wren Hollow retenaient leur souffle. Elias Wren ne bougea pas. Il resta debout au centre du demi-cercle des invités, l'expression indéchiffrable, les lèvres légèrement retroussées, comme s'il était amusé par l'idée qu'un détective belge puisse faire échouer son plan, si soigneusement, si élégamment exécuté. Poirot, cependant, ne regardait plus Elias, il regardait Gédéon. Le frère silencieux, assis dans un fauteuil, à haut dossier près de la cheminée, fixait Elias de ses yeux écarquillés et vacillants. La pièce le tenait comme du verre. Il ne broncha ni ne s'enfuit. Mais lentement, Poirot le vit. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus rapidement. Ses doigts tremblaient au bord de l'accoudoir. Poirot s'avança vers lui et lui parla doucement. En français, mon pauvre ami,
It is time. Gédéon le regarda, les yeux écarquillés. Tu as porté le silence assez longtemps. Mais ta voix est toujours là, attendante. Si ce n'est pas avec des mots, alors avec la vérité. Poirot se tourna vers la salle. Il y a encore beaucoup à révéler. Il fit signe au docteur Ellingham, qui s'avança et tendit à Poirot Un mince dossier, vieux, cassant et jauni. Poirot l'ouvrit. Ceci, dit-il, est le dossier psychiatrique de Gideon Wren, conservé à l'asile de Brierstone. Il a été obtenu par voie légale, tard hier soir. Il révèle quelque chose. de choquant. Agatha Wren se leva. Poirot, non. Poirot la regarda avec une douceur infinie. Vous essayiez de le protéger, mademoiselle. Mais ce faisant, vous avez préservé un mensonge. Il tourna le dossier vers le groupe. Gideon n'a pas été admis pour traumatisme. Pas exactement. Il a été admis parce qu'Ilray O'Neill raconta au médecin que son jeune frère, Elias, l'avait poussé par la fenêtre de la chambre d'enfant, qu'Elias avait tourmenté les domestiques, mutilé des animaux, proféré des menaces la nuit. Il avait dit la vérité, et pour cela, il fut réduit au silence par des médicaments, l'enfermement et, finalement, l'abandon. Gideon tressaillit. Poirot leva la main. Ce n'était pas de la folie, c'était un souvenir. Il se tourna vers Elias. Et vous, monsieur, avez disparu peu après cet incident. Votre mort par noyade? Jamais confirmé. Un moment opportun. Je crois que vous avez été caché, peut-être par un tuteur compatissant ou un parent éloigné. Quelqu'un qui croyait votre histoire plus que celle de Gideon, ou peut-être vous craignait-il. Elias fit un pas lent en avant. Et tu penses que je suis revenu pour me venger? La voix de Poirot était calme. Non. Je crois que tu es revenu pour une validation. Tu n'es pas un homme de violence, Elias. Tu es un homme d'orchestration, de conception. Tu voulais que Gideon termine ce qu'il avait commencé, pour faire parler la maison, pour faire... Agathe, souviens-toi. Rosalind Vale prit soudain la parole. Mais pourquoi maintenant? Le regard de Poirot s'aiguisa. Parce qu'Agatha s'apprêtait à vendre Wren Hollow. Après la fête, le domaine serait évacué et démantelé. Le passé, enfin, serait Dispersé. Elias ne pouvait pas le permettre. Il regarda Agatha. Tu partais sans affronter la vérité. La voix d'Agatha se brisa. Je ne savais pas qu'il était encore en vie. Poirot fit un pas vers Elias. Tu as manipulé un homme. qui pouvait à peine distinguer le jour du soir. Tu lui as dit que le silence était sacré, que la voix de Létis te ferait du mal, qu'il fallait la lui montrer, que Agathe... J'ai dû écouter. Elias sourit faiblement. Et n'avais-je pas raison? Poirot ne dit rien. Avec gratitude, Gideon Wren Poirot plaça la lettre à côté de sa tasse et se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant. Il y a eu un coup. Son valet entra. Une certaine mademoiselle Henrietta Marsh, monsieur. Elle insiste pour ne pas rester. Longtemps. Faites-la entrer, dit Poirot avec un sourire. Mademoiselle Marsh entra dans la pièce, vêtue d'un manteau bleu marine et d'un élégant chapeau-cloche, tenant un journal relié en cuir, sous son bras. « Je vais chez l'éditeur, » annonça-t-elle sans un salut. J'ai pensé que vous aimeriez un exemplaire du manuscrit. Poirot désigna une chaise. Vous avez donc écrit l'histoire?
en partie. Les noms ont changé. Les fins ont été adoucies. Mais le message Est intact. Poirot la regarda. Et quel est le message, mademoiselle? Henrietta pencha la tête. que parfois, le cri le plus fort n'est pas un cri du tout, que le silence n'est pas toujours synonyme de consentement, et que certains fantômes sont bel et bien vivants, mais qu'ils ne veulent simplement pas être vus. Poirot hocha la tête, sage. Elle posa le manuscrit sur la table et se leva pour partir. Au fait, le titre? Ah oui. La maison qui a écouté. Poirot sourit. Très bien. Vous avez beaucoup appris. Elle s'arrêta à la porte. Vous aussi, monsieur Poirot. 3 mois plus tard, Vienne. Dans une véranda ensoleillée aux portes de la capitale autrichienne, Lettice Phipps se tenait derrière un Steinway, guidant les mains d'un enfant malentendant. Il travaillait sur les vibrations, ressentant le rythme par le toucher. L'enfant souriait tandis que les touches tremblaient sous ses doigts. Lettice ferma les yeux et s'autorisa un moment de calme. Dans sa poche se trouvait une petite violette pressée. Un rappel. En Cornouailles, Agatha Wren marchait seule le long d'un sentier en bord de falaise, le vent salé tirant sur son écharpe. Dans la poche de son manteau se trouvait une lettre, non ouverte. De la part d'Elias. Elle ne le lirait pas. Certains silences, avait-elle décidé, étaient mieux gardés. Mais d'autres, comme la voix de Gideon, comme la maison elle-même, méritaient d'être brisées depuis longtemps. Elle resta longtemps debout au bord de la mer, et puis, enfin, elle laissa tomber la lettre au vent. De retour à Marrowgate, Wren Hollow était toujours là, comme il l'avait toujours été. Mais quelque chose avait changé. Une fenêtre du 2e étage est restée ouverte. À l'intérieur, depuis la chambre d'enfant, une mélodie flottait dans le crépuscule. Pas parfaite, pas soignée, mais réelle. Et tout là-haut, sur une étagère du grenier, les vieilles pièces du piano mécanique ramassaient à nouveau la poussière, muette, enfin. Note finale, dans le journal de Poirot, faire taire une vérité, ce n'est pas l'effacer. On peut l'enfermer derrière des murs, l'habiller de politesse ou l'enterrer sous la mémoire. Mais finalement, cela commence à faire écho. Et Hercule Poirot, il écoute. Fin chapitre 13. Leçon laissée derrière. L'été s'épanouit tard dans le Northumberland cette année-là, comme si la campagne, comme ses habitants, avait mis plus de temps que d'habitude à se remettre du silence hivernal. Wren Hollow demeurait perché au-dessus du village de Marrowgate, telle une sentinelle maussade, mais son silence ne semblait plus oppressant. Il s'était adouci, comme si la maison, ayant exhalé ses secrets, en avait assez de retenir son souffle. À l'intérieur, les couloirs étaient à nouveau animés. La poussière avait été chassée des manteaux de cheminée. Les fenêtres s'étaient ouvertes pour aérer les couloirs longtemps clos. Et des rires, peu fréquents, mais sincères, résonnaient parfois dans l'escalier. Hercule Poirot n'était pas revenu. Et pourtant, à bien des égards, il n'était jamais parti. Son influence persistait comme un parfum, précise, subtile, persistante. Les invités parlaient encore de lui dans le salon. Les domestiques l'appelaient avec la vénération réservée aux médecins qui éliminent une maladie maligne sans perturber l'âme. Et dans le bureau, sur le bureau, sous le tic-tac de la cheminée, se trouvait une petite pochette en velours qu'il avait laissée derrière lui. À l'intérieur se trouvait un seul diapason.
À la bibliothèque, le retour d'un visiteur, le docteur. Marcus Ellingham était revenu au manoir sur invitation, apparemment pour vérifier le rétablissement de Gideon, mais plus probablement par fascination non résolue pour la maison elle-même. Il trouva Gideon assis dans la bibliothèque, feuilletant lentement un texte botanique. « Tu as l'air en bonne santé ?» dit Ellingham avec prudence. Gideon leva les yeux. Son expression était calme. « Je me sens bien. Et les... troubles ?» Plus de murmures, dit Gideon avec un léger sourire. Plus de cauchemars. Juste un écho occasionnel. Ellingham tira une chaise à côté de lui. « Et Elias ?»« Parti, » répondit Gideon. « Officiellement, Interné. Je n'ai pas eu de nouvelles. Ellingham hésita. Et vous voulez me le dire? Gideon ferma le livre. Non. Une pause. Puis doucement. Mais je voudrais la paix. à Londres, Poirot au repos. Pendant ce temps, au cœur de Londres, Poirot était allongé dans son fauteuil, polissant les poignées de sa canne d'argent avec une grande satisfaction. Son appartement était empli du léger parfum de bergamote De son thé. Un coup à la porte précéda l'arrivée de l'inspecteur en chef, Japp. « Tu sais, » grommela Japp, « j'ai lu le dossier 3 fois et je ne comprends toujours pas comment tu as réussi à le découvrir. » Poirot regarda sa tasse. Quelle partie? Le dispositif du piano, le passage du miroir, les frères, le silence, la psychologie de tout cela. C'était comme démêler une musique écrite à l'envers. Poirot sourit doucement. Mais oui, car ce crime n'était pas écrit dans le sang, mais dans l'omission. Ce n'était pas un meurtre du corps, mais de la voix. Japp fronça les sourcils. Ça me paraît toujours aussi fou. Poirot secoua la tête. Pas la folie, la mémoire. C'est ce qui les a tous vaincus, finalement. Il sirota son thé. Et de la musique. À Vienne, une nouvelle voix, Lettice. Phipps se tenait dans une salle de répétition baignée de soleil, entourée de jeunes élèves. Son programme de musicothérapie s'était développé et, ce jour-là, elle initiait un enfant aveugle aux vibrations transmises par le plancher. Tandis que l'enfant tapait sur les touches, Lettice guidait doucement ses mains jusqu'à ce qu'elle trouve un accord qui résonnait dans ses os. La fille sourit. Lettice l'a fait aussi. Plus tard, dans son appartement au-dessus de la véranda, elle déplia une lettre de Gideon. « Chère Lettice, le piano sonne mieux maintenant, non pas parce qu'il est accordé, mais parce que je le suis. Je pense que je vais peindre la chambre d'enfant en jaune, ou peut-être quelque chose d'absurde comme Pervenche. Agatha aurait détesté ça. Mais je pense qu'elle aimerait ça maintenant. Je crois qu'elle s'est enfin pardonnée. Quant à Elias, je rêve moins de lui. Merci de me voir comme plus que... Mon silence. Avec gentillesse, G.W. Lettice plia la lettre et la plaça sous un presse-papier en forme de violette. Marrowgate, un village inchangé, dans les boutiques et les ruelles du village, on parlait encore du grand mystère de Wren Hollow. avec les embellissements que le temps permettait. Certains disaient que Gideon n'avait jamais existé. D'autres affirmaient que Poirot avait découvert un meurtre jamais rendu public. Quelques-uns murmuraient que la maison était vivante. Aucun d'entre eux n'avait entièrement tort. Car Wren Hollow avait écouté.
il avait enduré. Et il avait enfin parlé. Et Hercule Poirot, l'ayant écouté en retour, lui avait rendu sa voix. Note finale, extrait d'un journal resté anonyme. Il y a une sorte de silence qui fait mal. Le silence du déni, le silence de la honte. Mais il y a aussi un silence qui guérit, celui qui suit la vérité, celle qui permet à une voix d'émerger, timide, brisée, imparfaite, mais entière. C'est, je crois, ce qu'est devenu Wren Hollow, HP chapitre 14. Quand le passé cesse de frapper, c'était, au milieu de l'été, quand Hercule Poirot reçut le colis. Il venait de finir de tailler les pointes de sa moustache impeccable et s'apprêtait à se verser une tasse mesurée de tisane lorsque Georges, son valet de chambre, entra dans le salon, tenant un paquet marron noué d'une grosse ficelle. « Pas d'adresse de retour, monsieur, » dit Georges. Mais il a été posté depuis le Northumberland. Poirot haussa un sourcil. « Ah, alors je soupçonne que ce n'est pas un livre de cuisine. » Il attendit le départ de Georges, puis déballa soigneusement le paquet. À l'intérieur se trouvait une boîte à musique en bois, à l'ancienne, en noyer foncé, avec un intérieur en velours et une petite clé en argent. En dessous se trouvait une carte. Dans un script soigné, « Tu as dit un jour que la maison cesserait un jour de parler par énigme. Je crois que oui. Tournez la clé. » G.W. Poirot sourit. Il tourna la clé et laissa le moteur tourner. Une mélodie délicate, d'abord hésitante, puis plus ample, flottait dans l'air. C'était une berceuse, simple, presque enfantine. Mais Poirot la reconnut immédiatement. C'était le même air que Gideon avait fredonné lorsque Lettice Phipps avait été retrouvée. Ce n'est que maintenant que c'était terminé. Wren Hollow. Réinventé de retour à Northumberland, Wren Hollow se transformait. Les rideaux miteux, les pièces verrouillées et le passage au miroir, caché de la lumière, avaient disparu. Gideon Wren avait fait appel à des artisans locaux pour rouvrir les lestes et installer des puits de lumière dans le hall supérieur, abandonné depuis longtemps. La chambre d'enfant n'était plus une pièce de chuchotement et de souvenirs. C'était désormais une salle de musique, aux couleurs douces, avec des livres sur les étagères et un piano droit accordé au fond. Sur la cheminée se trouvaient 3 photographies encadrées. Agatha Wren, souriant faiblement sous un parasol. Lettice, aux côtés de ses élèves de musique à Vienne. Et un Poirot plus jeune, tiré d'un article de journal, se tenant fièrement avec une canne en argent et une lueur dans les yeux. Gideon passait ses matinées à composer des morceaux simples et ses après-midi à se promener dans le parc. Le village ne le regardait plus avec pitié ni suspicion. Les enfants lui faisaient signe de la main. Certains venaient même prendre des cours de piano. Il n'avait pas oublié Élie, mais il ne l'entendait plus dans les murs. Vienne. Le silence. Entre les notes, Lettice, Phipps était assise dans un coin d'un amphithéâtre, regardant un cours sur les traumatismes et le développement sensoriel. Elle avait commencé à préparer sa 2e certification. La musicothérapie, croyait-elle, désormais n'était pas seulement une guérison, mais une expression de la vérité sans crainte de jugement. Chaque soir, elle écrivait dans son journal, et toujours, en haut de chaque page, elle inscrivait la même citation, celle que Poirot avait prononcée le jour
où elle avait été retrouvée. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mademoiselle. C'est souvent la présence. De tout. Londres. Poirot réfléchit. Georges apporta à Poirot son journal du soir. Mais le grand détective avait déjà fermé les yeux, écoutant la boîte à musique jouer sa douce berceuse. Sur ses genoux se trouvait une pile de notes. Les siennes, écrites de l'écriture nette et anguleuse d'un homme qui observait plus qu'il ne parlait. Il les compilait pour les publier. Non pas comme un dossier, mais comme des mémoires. Les gens pensent que les affaires que je résous sont toujours une question d'intelligence, murmura-t-il à voix haute. Mais celle-là, c'était une question de courage. Georges. Revint avec une bougie, remarquant le regard mélancolique sur le visage de Poirot. « Une autre affaire terminée, monsieur ?» Poirot ouvrit un œil. « Non, Georges. Une vie retrouvée, c'est bien plus rare. Marrowgate, un dernier écho tard dans la nuit, un voyageur passant devant le manoir, a juré avoir entendu quelque chose d'étrange. Le faible son d'un piano jouant à travers les fenêtres ouvertes de Wren Hollow. Pas n'importe quelle musique. Un duo. Deux parties. L'une ferme et ancrée. L'autre hésitante, plus haute, plus légère. Certains ont dit que c'était Gédéon avec un étudiant. D'autres pensaient qu'il s'agissait de Gédéon et d'Élie ensemble, dans un rêve ou dans leurs souvenirs. Quoi qu'il en soit, le son était magnifique, et quand il s'est estompé, le silence qui a suivi n'était pas obsédant. C'était la paix. Note finale dans le recueil de cas privés de Poirot. Wren Hollow n'a jamais été maudit. C'était une maison de mémoire, de deuil, certes, mais aussi d'endurance. Le mystère n'était pas de savoir comment Létis avait disparu, mais pourquoi le silence était devenu préférable à la vérité. Et maintenant, enfin, le silence est rompu. Hercule Poirot, chapitre 14. Quand la maison respirait à nouveau, c'était une matinée fraîche du début du mois d'août lorsque Poirot reçut le télégramme. D.E. G. Wren, Wren Hollow Manor, Northumberland. Monsieur Poirot, les rénovations sont terminées. La musique revient. Vous aviez raison. Le silence a changé. N'hésitez pas à venir nous voir si vous passez. Le portail s'ouvrira. La maison se souvient. Bien à vous, G. Poirot plia le journal et regarda par la fenêtre les nuages qui passaient. La ville, avec son brouhaha incessant et son agitation incessante, semblait bien loin des couloirs empreints de tristesse de Wren Hollow. Mais il le savait. Lorsqu'une maison se débarrasse de son chagrin, elle laisse quelque chose derrière. Elle. Pas de bruit, pas de silence, mais l'espace. De l'espace pour respirer à nouveau. Wren Hollow, lumière d'été. Lorsque Poirot arriva 3 jours plus tard, la différence fut immédiate. La maison, autrefois confinée et sombre, s'ouvrait, désormais comme un livre réticent. Le portail ne grinçait plus en signe d'avertissement. Le gravier ne crissait plus sous l'effet de la suspicion. La porte était déjà ouverte lorsqu'il atteignit les marches du perron. Gédéon se tenait là, attendant. Ses épaules ne sont plus voûtées, ses yeux ne se dirigent plus vers les ombres. « Monsieur Poirot, dit-il, vous êtes venu. Je ne voulais pas rester loin, répondit doucement Poirot. Cette maison et moi,
Nous avons une musique inachevée entre nous. » Gideon sourit faiblement et fit un geste vers le hall. « Viens. J'aimerais te dire quelque chose. » La pièce qui retenait son souffle. La crèche n'était plus une crèche. Sa transformation fut délicate. Mi-studio de musique, mi-sanctuaire. Là où autrefois les poupées se tenaient silencieuses et où les traces de craie hantaient les murs, étaient désormais accrochées des nappes légères et des partitions encadrées. Dans le coin le plus éloigné se trouvait un piano à queue fraîchement accordée, le couvercle ouvert, dont les touches polies étaient baignées de soleil. Gédéon s'assit. Poirot était assis en face de lui, sur une chaise en velours profond. Puis, sans un mot, Gédéon commença à jouer. Ce n'était pas une performance. Ce n'était même pas une œuvre portant un nom. C'était un souvenir, traduit en son, point délicat, haletant, une tonalité mineure, non résolue. Mais à mi-chemin, elle a basculé vers quelque chose de plus chaleureux, une phrase ascendante, un accord tremblant qui refusait de sombrer dans la tristesse. Poirot ferma les yeux. Lorsque la note finale s'attarda, sans hâte, sans honte, Gideon leva les yeux. « Je l'ai écrit pour Elias, » a-t-il dit. « C'est ce que j'aurais aimé qu'il Dise ce que j'aurais aimé lui dire. » Poirot se leva. « Et tu l'as dit, mon ami ?» Gideon hocha la tête. « Je l'appelle le silence en cage. » En bas, des pas familiers plus tard, alors que les deux hommes partageaient le thé dans la bibliothèque, Poirot remarqua un nouvel ajout aux étagères, un petit exemplaire relié du roman d'Henrietta Marsh. La maison qui a écouté Gideon le vit y jeter un coup d'œil. « Elle m'a envoyé le premier exemplaire. L'as-tu lu ?» demanda Poirot. « 3 fois. »« Et tu t'y es vu ?» Gédéon regarda dans sa coupe. « Non. J'ai vu ce que je serais devenu si je n'avais pas été entendu. » Poirot resta silencieux un long moment. Puis il parla. « Tu as fait ce que beaucoup ne font pas. Tu as affronté le silence. Et tu l'as transformé en une écoute attentive. » Gideon esquissa un léger sourire. « J'ai simplement suivi l'écho que tu as laissé derrière toi. » Marrowgate, le village murmure le changement. La nouvelle se répandit lentement dans le village, comme toujours. Wren Hollow était à nouveau ouvert, ni aux touristes, ni aux invités, ni à la presse curieuse. Mais aux étudiants en musique, aux habitants en quête d'espace, à ceux qui savaient ce que signifiait grandir dans un calme qui écrasait plutôt que réconfortait. On disait que Gideon Wren était devenu quelque chose d'inattendu, un enseignant. Certains ont même dit qu'il souriait. La dernière visite de Poirot, un dernier détail le matin de son départ, Poirot parcourut une fois de plus l'aile est, désormais entièrement restaurée. La lumière inondait toutes les fenêtres. Même le couloir des miroirs avait été supprimé, remplacé par une longue galerie remplie de livres et de chaises. Il s'arrêta devant la vieille cheminée de la chambre d'enfant. Une seule photographie était maintenant accrochée au-dessus. Agathe, Gédéon, Élie, enfant. Mais maintenant le cadre comprenait une 4e image, un Gideon adulte au piano. Poirot toucha son chapeau et murmura « Bon ». Dans son carnet de cas cette nuit-là de retour à Londres, Poirot écrit sa dernière réflexion. La cage
n'était pas la maison, ni les murs, ni même le silence. La cage oubliait comment exprimer la douleur à voix haute, s'est cassée maintenant. Et, quelque part, dans une maison autrefois remplie de fantômes, un homme joue une chanson à quelqu'un qui ne répondra jamais, et pourtant l'entend toujours. Hercule, Poirot, chapitre 15. L'écho qui a choisi de rester. Le son d'un piano en train d'être accordé résonnait faiblement dans les couloirs inférieurs de Wren Hollow. C'était le dernier samedi d'août. La chaleur était inhabituelle et les fenêtres fraîchement cirées du manoir étaient ouvertes, laissant pénétrer le parfum des roses de fin d'été et du foin au loin. Les rires des enfants s'échappaient des jardins, où une poignée d'élèves du quartier avaient été invités à découvrir un nouveau programme musical pour les jeunes. L'idée de Gideon, le design de Létis et le plaidoyer inlassable de Mademoiselle March. Dans une petite pièce à l'étage où Poirot n'était jamais entré auparavant, autrefois les quartiers d'une gouvernante, se trouvait désormais un bureau en acajou, un service à thé et une grande étagère garnie de revues de psychologie, de cahiers et de poésie. Gideon Wren était assis à ce bureau, rédigeant une lettre qu'il n'était pas certain d'envoyer. La lettre, non envoyée, « Cher Elias, je ne sais pas, si vous lirez un jour ceci, Ou si cela aura de l'importance, mais je dois l'écrire quand même. Je ne rêve plus de la nuit dans la chambre d'enfant. Je m'en souviens, mais je ne le revis pas. Tu as dit que le silence était le seul langage que personne ne pouvait voler. Tu avais peut-être raison. mais maintenant je comprends que le silence peut aussi emprisonner l'âme intérieure. Tu t'es piégé et tu m'as entraîné avec toi. Mais je te pardonne, c'est mon dernier silence. Il ne chantera pas, il ne résonnera pas, mais cela restera. Il plia la lettre, la scella et la plaça au fond du tiroir sous son bureau. Puis il est retourné au piano